Les amis, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un thème très important de la première année de droit, la distinction entre droit privé et droit public. Non seulement vous pouvez être interrogé sur ce thème en partiel, donc on va voir tout ce qu'il faut connaître, et puis en plus ça vous aidera de manière générale à mieux comprendre vos cours de première année et notamment le programme d'introduction au droit. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors la distinction droit privé, droit public. Donc, le droit privé, ça concerne les relations entre les personnes privées, le droit public, les relations entre les personnes publiques, mais aussi les relations entre les personnes publiques et les personnes privées. Ça, c'est vraiment de l'introduction puisqu'on va revoir ça en détail dans le reste de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est depuis la fin du XVIIIe siècle que la doctrine admet que le droit peut être divisé en deux grandes branches, donc le droit privé d'un côté, le droit public de l'autre côté. C'est une division qui est vraiment considérée comme fondamentale. On parle de summa divisio entre le droit privé et le droit public. Et vous verrez d'ailleurs que vous allez même être amené dans votre parcours à faire un choix entre le droit privé et le droit public. Alors on me demande souvent ce qui est le mieux entre le droit privé et le droit public. Je refuse de prendre parti à ce clash entre les privatistes et les publicistes, même si je préfère le droit privé. Alors en droit français, la distinction summa divisio, elle est particulièrement marquée. Si notre ordre juridique est structuré autour de cette dichotomie, c'est-à-dire de cette summa divisio, ça n'empêche pas toutefois le droit privé et le droit public d'entretenir certains liens. C'est ce qu'on verra dans le reste de la vidéo. Et si vous êtes interrogé là-dessus en dissertation ou en question de cours, ayez toujours à l'esprit ce plan sur ce thème, c'est-à-dire d'un côté, on présente la distinction dans la première partie, et dans la deuxième partie, on nuance la distinction, on explique qu'elle n'est pas si nette que ça. C'est très important ça de l'avoir en tête, c'est globalement là-dessus qu'on vous attend. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut rentrer dans le cœur du sujet. D'abord, la summa divisio, droit privé, droit public. Donc ça, c'est la première partie. Si vous êtes interrogé là-dessus, d'abord, vous présentez cette summa divisio. Qu'est-ce que ça veut dire la summa divisio? C'est une expression latine qui signifie la distinction la plus élevée. Summa, ça vient de summus, qui veut dire la plus haute, et le substantif divisio, ça veut dire division. Donc la division la plus élevée, si vous voulez, la distinction la plus fondamentale. Dans les systèmes de common law, c'est là où la jurisprudence est la première source de droit. La distinction entre droit public, droit privé, elle est beaucoup moins nette, presque inexistante. Alors que dans les systèmes de civil law comme le nôtre, la distinction est particulièrement marquée. On a des règles particulières vraiment édictées pour l'administration. Et donc, c'est ce que je vous disais, dans le système juridique français, comme dans de nombreux systèmes juridiques européens, cette summa divisio, cette distinction droit public, droit privé, va se traduire par des juridictions organisées en ordre distinct. Et donc là, on va parler de dualité juridictionnelle. On va opposer en fait d'un côté les juridictions civiles et pénales et les juridictions administratives. Et puis pas seulement, on a aussi l'adoption de lois différenciées, c'est-à-dire qu'on ne va pas régir de la même manière des situations de droit privé et des situations de droit public. On expliquera pourquoi après. Et puis, de manière générale, on a même une approche différenciée de ces disciplines juridiques dans les universités de droit. On distingue vraiment, même au sein des universités, parcours droit privé, parcours droit public. De mon époque, le choix se faisait en L3. Peut-être que maintenant c'est plutôt plus tard, je sais pas. Mais vous voyez que même les universités prennent en compte cette distinction. On a évidemment d'autres summa divisio. Donc cette expression de summa divisio, vous pouvez la retrouver puisque en fait ça signifie une distinction fondamentale. En droit, vous avez plusieurs distinctions. Je pense par exemple à la distinction très importante en droit des personnes entre les personnes et les biens. C'est-à-dire qu'en droit des personnes, tout ce qui n'est pas une personne sera qualifié de bien. Mais vous avez des summa divisio, par exemple, aussi entre les preuves parfaites, preuves imparfaites, etc. Ça veut dire des distinctions fondamentales. Mais bon, cette summa divisio, droit public, droit privé, c'est une des distinctions en droit les plus importantes. Alors pourquoi une telle distinction? D'abord, ça se justifie par la dualité des ordres juridictionnels. On a le droit privé, qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires, et le droit public relève de la compétence des juridictions administratives. Ensuite, cette distinction implique aussi que l'État et les personnes morales de droit public vont être soumises à des règles particulières. Pourquoi? Du fait de leur statut particulier. Donc là, déjà, on a deux arguments. Premier argument, on nous dit, on va avoir des tribunaux
compétents qui vont être différents pour le droit privé et pour le droit public. Et ces tribunaux, ils vont pas juger, ils vont pas rendre justice de la même manière. Et puis, on a aussi une distinction qui est fondée sur le fait qu'on applique des règles particulières en fonction des différentes situations. On a ensuite une différence d'objet. Donc, le droit public est composé de l'ensemble des règles qui s'appliquent à l'État et aux personnes morales de droit public. Donc, vous savez que vous n'avez pas que l'État comme personne morale de droit public, vous avez d'autres types de personnes morales de droit public. Et ces règles vont régir d'une part leur création, leur organisation, mais aussi leur fonctionnement, et d'autre part les relations qu'elles vont entretenir entre elles, mais aussi entre elles et les personnes privées. Ça, c'est très important de le comprendre. Le droit privé, quant à lui, son objet, c'est quoi? C'est les relations entre les personnes privées, donc les intérêts privés. Donc vous voyez, on a une différence vraiment d'objet entre le droit public et le droit privé. On a également une différence d'esprit. L'État et les personnes morales de droit public disposent d'un statut particulier en raison de leur objectif. Leur objectif, c'est quoi? C'est de servir l'intérêt général, du moins en théorie. Est-ce que l'État sert toujours à l'intérêt général? C'est un long débat, mais en tout cas, là, pour ce qui concerne le cours de première année de droit, il va falloir retenir ça bêtement. Et de ce statut particulier découlent des droits et des obligations qui leur sont propres et qui diffèrent nécessairement de ceux des personnes privées. Pourquoi? Parce que les personnes privées ne cherchent jamais l'intérêt général. Elles vont toujours rechercher leur intérêt privé. Il se peut que parfois l'intérêt privé d'une personne privée satisfasse l'intérêt général. Si on prend un exemple, vous avez des startups, des entreprises qui, par leur activité, vont concourir à l'intérêt général, et elles ne se gênent pas généralement pour le mettre en avant, mais en réalité, elles vont satisfaire leur intérêt privé avant tout. Certains vont critiquer le fait que cette division, cette distinction entre le droit privé et le droit public. Vous avez certains auteurs, notamment qui relèvent du courant positiviste, comme Hans Kelsen, que vous devez connaître si vous êtes déjà au fait de la théorie de la pyramide de Kelsen, ou Charles Eisenman, qui critique cette division en expliquant en fait que cette division est inopérante. Il n'y a pas vraiment de différence de fond entre ces différents droits. Donc pour eux, c'est une distinction purement conceptuelle qui n'existe pas en tant que telle, donc qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà pour la présentation. Donc si vous êtes interrogé là-dessus, là sur l'explication de ce que c'est que la summa divisio droit privé et droit public, vous avez déjà beaucoup d'éléments à expliquer. Dans un deuxième temps, les caractéristiques et les branches du droit privé. Donc là, on s'intéresse maintenant au droit privé. Maintenant qu'on voit à peu près la division, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que le droit privé, qu'est-ce que c'est que le droit public. Le droit privé régit les relations entre les personnes privées, qu'elles soient physiques, les individus, ou morales, les entités juridiques comme les entreprises. C'est ce que je vous disais dans mon exemple précédent, où je vous disais, vous avez des sociétés, des entreprises qui peuvent parfois concourir à l'intérêt général, mais c'est jamais le but initial. Il y a toujours un intérêt privé, parce que ça reste des personnes morales, le droit privé. Le droit privé est déterminé par les individus en eux-mêmes, donc notamment par voie de contrat, et donc ça va régir des intérêts privés. Le droit privé, vous avez plusieurs branches. D'abord, vous avez le droit civil, c'est le tronc principal du droit privé. Le droit civil, c'est une branche importante qui encadre le statut des individus et les relations entre personnes physiques ou morales de droit privé. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. Là, c'est du pur cours à recracher si jamais vous êtes interrogé là-dessus. A priori, si vous êtes interrogé là-dessus, moi je pense, ça sera surtout des questions de cours. Même si vous pouvez le connaître, on ne sait jamais pour une dissertation. Et donc le droit civil se subdivise lui-même en plusieurs disciplines. Vous voyez, vous avez des branches, des sous-branches, etc. Le droit des personnes et le droit de la famille, alors c'est pas le cas dans toutes les universités, mais que vous étudiez généralement en première année de droit. Donc le droit des personnes encadre le statut et les droits particuliers des personnes physiques, et le droit de la famille régit quant à lui les relations entre les personnes reliées par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption. Tout ça, vous pouvez vraiment l'apprendre par cœur et le recracher. Si vous êtes interrogé là-dessus, de toute façon, ça va être beaucoup de cours. Vous avez aussi le droit des biens. Donc le droit des biens, c'est soit enseigné en première année, mais c'est assez rare, mais ça arrive. Si c'est enseigné en première année, ça sera partiellement, généralement, soit en troisième année. Et là, c'est un peu plus fréquent, où on voit le droit des biens un peu plus dans le détail. Donc le droit des biens réglemente les rapports entre les personnes et les biens, entendus comme les choses matérielles, donc par exemple une voiture, un sac poubelle, un iPhone, ce que vous voulez, et les choses immatérielles, donc par exemple les droits d'auteur.
et aussi les choses meubles ou les choses immeubles. Vous avez aussi le droit des obligations. Donc, droit des obligations, ça comprend en fait aussi plusieurs matières. Dans le droit des obligations, vous avez le droit des contrats, le droit de la responsabilité civile, la matière régime général des obligations aussi. Généralement, vous voyez en deuxième année de droit, la responsabilité civile et le droit des contrats. Donc, le droit des obligations encadre et réglemente les obligations des parties à un contrat, c'est-à-dire le lien juridique créé par l'effet de la loi ou par la volonté de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. Alors la définition, elle n'est pas correcte, c'est plus ça serait plus la définition du droit des contrats, parce que le droit des obligations ne régit pas uniquement que les contrats. On a aussi la responsabilité civile, etc. dedans. Donc, c'est ce que je vous disais, le droit des contrats régit les termes et les conditions de la conclusion d'un acte juridique, etc. Donc voilà. Et on a aussi d'autres branches de droit privé. Donc ça, vous l'apprenez par cœur. Le droit social. Donc dans le droit social, là aussi, vous avez des matières, on rentre pas dans le détail, mais vous avez les relations individuelles et les relations collectives de travail, etc. Vous avez même la matière droit de la protection sociale, droit social européen. Bref, vous avez plein de sous-matières. Le droit des assurances, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la consommation. Bref, j'en passe. C'est pas la peine de tout retenir, honnêtement, mais vous pouvez retenir quelques exemples pour pouvoir expliquer les principales branches du droit privé et les principales sous-branches. Maintenant, les caractéristiques et les branches du droit public. Donc, caractéristiques du droit public. Le droit public se distingue du droit privé en ce qu'il régit les relations entre les personnes publiques et aussi entre les personnes privées et les personnes publiques. Donc retenez bien ça, c'est pas uniquement des relations entre personnes publiques. Si une personne publique est impliquée et qu'elle a des relations avec une personne privée, c'est aussi du droit public. Par personne publique, on entend les personnes soumises à un régime de droit public comme l'État, et je vous disais qu'il n'y avait pas que l'État, il y a les collectivités territoriales, les établissements publics, etc. Le droit public poursuit, on l'a déjà vu, un objectif d'intérêt général. Selon les mots du professeur de droit Gérard Cornu, c'est ce qui est pour le bien public. L'intérêt général peut également être défini, donc ça vous pouvez retenir cette définition, comme ça permet de l'expliquer. C'est la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique. Bon, un peu compliqué, mais si vous la retenez par cœur, c'est toujours bien à réutiliser en copie. Si vous avez la flemme de l'apprendre par cœur, ce que je peux comprendre, essayez de retenir que c'est la poursuite d'un intérêt commun, ça suffira. De manière plus précise, on peut définir le droit public de la manière suivante. Le droit public régit l'ensemble des règles de droit en matière d'organisation et de fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales, de l'administration et des personnes morales de droit public, ainsi que leurs relations avec les personnes privées. Et donc, comme le droit privé, le droit public se subdivise en plusieurs branches. Là encore, c'est du par cœur. Retenez, donc il y a le droit constitutionnel que vous devez déjà connaître. Donc, je vous le définis pas, vous avez ici quelques éléments, mais c'est une matière qui est enseignée en première année de droit au premier semestre et au second semestre. Vous avez également les finances publiques. Alors, finances publiques, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est enseigné en deuxième année de droit. Moi, c'était une matière à option, mais parfois, il y a certains étudiants qui l'ont en matière fondamentale. Donc, c'est une matière qui a pour objet de déterminer, d'encadrer les règles relatives au budget de l'État et aux deniers publics. On a le droit fiscal. Alors, le droit fiscal, c'est enseigné en troisième année de droit. C'est une matière qui commence à être un peu plus complexe que les matières qu'on peut voir en première année de droit. Le droit international public. Et voilà, ça suffira. Déjà, si vous arrivez à retenir tout ça et que vous arrivez à retenir quelques définitions sur ce que sont que ces matières, ça suffit largement pour obtenir une bonne note. Maintenant qu'on a vu tout ça, il faut retenir absolument cette partie. Ça, c'est très important. Alors, juste avant, donc cette partie, c'est ce que je vous expliquais en introduction, c'est que si vous êtes interrogé sur ce thème, on va vous demander d'expliquer d'abord cette summa divisio droit privé, droit public, ensuite d'expliquer le contenu de cette summa divisio, donc ça c'est ce qu'on a vu. Globalement, ça veut dire c'est quoi le droit privé, vous donnez une définition et vous expliquez les matières principales du droit privé. Qu'est-ce que c'est que le droit public, la définition, et ensuite vous expliquez quelques matières de droit public, et ensuite vous expliquez que cette distinction, cette summa divisio, elle n'est pas vraiment nette, elle est à nuancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est depuis l'arrêt Blanco de 1873, donc ça on aurait même pu le voir avant, mais je vous le dis ici, que en fait cet arrêt a consacré le principe selon lequel la responsabilité de l'État doit être appréciée
non pas en vertu de règles du droit civil, mais en vertu de règles spécifiques. En fait, elle a consacré la nécessité d'appliquer un droit particulier à une situation particulière. Le droit public, à partir de cet arrêt, va faire l'objet d'une construction progressive qui vise à garantir des droits aux personnes privées, notamment vis-à-vis de l'administration et de l'État. Donc retenez qu'à la base, c'est une construction jurisprudentielle, à la base en tout cas, le droit public, et retenez cet arrêt Blanco de 1873 que vous aurez tout le temps d'apprendre et de détailler quand, pauvre de vous, vous allez découvrir le droit administratif. Alors, retenez aussi donc, ça, que vous avez des branches du droit public qui régissent les rapports. Alors, en fait, si vous êtes interrogé là-dessus, on va vous demander, enfin dans cette partie, on va vous demander, je vous ai dit dans une deuxième partie, de nuancer. Et donc le premier argument, pour nuancer cette distinction, cette summa divisio, expliquer qu'elle n'est pas nette, qu'elle n'est pas claire, c'est d'expliquer que vous avez des branches du droit public qui vont régir les rapports entre personnes publiques et personnes privées, comme le droit du sport, le droit électoral, le droit des étrangers ou encore le droit de la commande publique. Ça permet déjà de nuancer un petit peu cette summa divisio. Et puis vous avez aussi, et c'est ça le point principal à retenir, des droits mixtes. Ces droits mixtes comportent des éléments de droit privé et de droit public. C'est le cas par exemple du droit pénal et du droit social. Alors on va expliquer pourquoi ce sont des droits mixtes. Retenez qu'à chaque fois que vous avez une summa divisio et que vous êtes interrogé sur une summa divisio, une distinction, vous aurez toujours globalement le même plan, c'est-à-dire la présentation de la summa divisio et de son contenu, et dans un deuxième temps, expliquer les nuances. Pourquoi cette summa divisio n'est pas si nette que ça? Par exemple, en droit des personnes, la summa divisio entre les personnes et les biens, c'est aussi une summa divisio qu'on peut contester, qui est à nuancer. Il y a énormément de critiques sur la pertinence de cette summa divisio, et là, c'est la même chose. Donc, droit pénal et droit social, qui sont des droits mixtes. Le droit pénal a pour objet la prévention et la répression des infractions. On associe également au droit pénal donc la procédure pénale, qui est une branche du droit qui a pour objet de déterminer les règles qui organise la procédure de recherche des auteurs de l'infraction et de répression des infractions. Ce droit pénal, cette matière de droit pénal et de procédure pénale devrait être attachée au droit public parce qu'elle vise à prévenir et à réprimer les atteintes à l'intérêt général. Mais, et d'ailleurs, les infractions prévues par le code pénal sont définies en considération de l'intérêt général, mais c'est également rattachable au droit privé. Pourquoi? Parce que quand une infraction est commise, il y a aussi des intérêts privés. Donc en fait, là, on a vraiment un droit mixte entre d'une part, enfin un droit qui va intéresser l'intérêt général, qui va concerner l'intérêt général, mais qui va mêler aussi des intérêts privés. Donc c'est un bon exemple à détailler si vous êtes dans une copie. En outre, dernier argument, en matière pénale, l'État intervient au travers du ministère public, et donc il va exercer l'action pénale selon le principe d'opportunité des poursuites et exécute les décisions. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Et donc ça, c'est ce que je vous disais, le droit pénal s'applique aux personnes privées, donc des individus, des entreprises, et vise également à protéger des intérêts privés, à commencer par les intérêts de la victime. Et l'objet du droit pénal n'est donc pas uniquement de protéger l'intérêt général, c'est ce que je vous disais juste avant. En revanche, ça retenez bien que le droit pénal ne relève pas des juridictions administratives, mais des juridictions de l'ordre judiciaire, des juridictions pénales. Ça, c'est important de le préciser. Donc vous voyez, si vous êtes interrogé sur cette summa divisio, vous nuancez. Vous prenez l'exemple des droits mixtes, vous prenez ensuite le sous-exemple, si vous voulez, du droit pénal avant le droit social, et vous expliquez que d'un côté, il faut expliquer, il faut détailler, d'un côté, il s'intéresse à l'intérêt général, et à ce compte-là, on peut considérer que c'est du droit public, mais de l'autre côté, il s'intéresse aussi aux intérêts privés, en tout cas, il vise à protéger des intérêts privés, vous expliquez pourquoi, et donc, c'est des droits qui sont difficiles à classer au sein de cette summa divisio. On a aussi le cas du droit social, donc qui regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, mais c'est traditionnellement plutôt rattaché, le droit social, enfin même grandement rattaché au droit privé, parce que ça régit principalement les rapports entre employeurs et salariés. Mais il y a là aussi les caractéristiques d'un droit mixte, parce que vous avez parfois des éléments de droit public qui s'entremêlent en raison de cette spécificité, de la matière de droit social. Puisque, oui, s'il s'applique aux particuliers, sa source relève principalement de l'autorité de l'État. Et donc, l'exemple que vous pouvez donner, c'est l'inspection du travail chargée de contrôler et de veiller à l'application de la législation du travail, qui est une organisation publique. Il y a d'autres exemples aussi. Par exemple, dans le cas des plans de sauvegarde de l'emploi,
il y a une intervention très forte de l'administration et un rôle très fort de l'État, notamment dans ce domaine-là. Donc, conclusion, et c'est ce que vous allez devoir expliquer si vous êtes interrogé là-dessus, notamment en dissertation, l'opposition entre droit public et droit privé n'est pas absolue. On a des droits mixtes, donc cette distinction, même si elle conserve une importance certaine et qu'elle permet d'expliquer le droit, elle n'est pas parfaite et il ne faut pas, ce que je vous ai dit, la surévaluer et partir du principe qu'elle est à nuancer, elle est à relativiser. Ça, c'est ce que vous devez expliquer une fois, bien sûr, que vous avez expliqué tout ce qu'on a vu avant. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif. C'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à commenter la vidéo. Ça nous aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.